Mes chers conquérants de la vie en pleine forme, bonjour. Donc c'est Carole et cette fois-ci je suis plus à Montréal, cette fois-ci je suis à Québec avec la charmante, pétillante Diane Gagnon. Bonjour Diane. Bonjour Carole, Quel bonjour tout le monde. plaisir d'être avec toi aujourd'hui, d'être Oui. ici. Je te remercie parce que c'est une invitation extraordinaire. Puis déjà les échanges qu'on a eus, nous, avant cette entrevue, sont déjà pleins de richesse et d'amour. Je partage ça aussi. Merci de nous avoir aussi accueillis, de proposer de ton temps et puis de répondre aussi aux questions des abonnés de la télé bienveillante. Oui. Donc, nous avons Bidule pour cette interview, qui a certainement son rôle aussi à jouer, hein, mon pépère. En parlant de bienveillance, t'as l'air bien toi aussi. Alors Diane, pour vous présenter, donc vous êtes auteur et notamment alors d'un livre qui est devenu best-seller en 36 heures. Ouais. C'est assez impressionnant quand même, hein. Ouais. Donc apprendre à s'aimer un jour à la fois. Et alors ce qui est très marrant, c'est que vous me disiez que c'est un livre magique. Oui. Je vais vous laisser déjà expliquer pourquoi et moi Oui. après je vais vous dire sur quoi je suis tombée. En fait, c'est un recueil de textes que j'écris tous les jours sur Facebook depuis le printemps 2011. Et je pense que c'est un livre magique parce que à chaque fois que les gens le prennent, je leur dis, posez une question dans votre tête avant et ouvrez le livre. Et quand ils ouvrent le livre, ils font toujours Oh my God! Et je l'ai expérimenté souvent dans des salons du livre et tout ça, et j'ai toujours mon cellulaire proche, et je prends des photos, je leur dis, ouvrez le livre au hasard comme ça. Et tous les gens ont la mâchoire ici, alors je prends des photos des gens avec la bouche grande ouverte parce que il y a une espèce de magie qui fait que la vie nous dirige vers la page dont on a besoin peut-être à ce moment-là pour répondre à... Alors Et tu viens de le vivre. disons que je viens d'ouvrir le livre à mon tour sans avoir de questions juste avant le début de cette interview. Et je tombe sur quoi? J'ai marqué la page parce que c'est quand même extraordinaire. Notre corps, tiens, comme par hasard. Donc notre corps, et je vais commencer peut-être, j'ai trouvé que la première phrase, je ne l'ai pas lue en entier, mais la première phrase déjà, je la trouve très inspirante et il y a matière à échanger. Notre corps est un merveilleux baromètre de ce qui se passe dans notre âme. Ouais. J'ai du mal à le dire, tu vois, tellement waouh. Ouais. Ben, écoute, c'est drôle parce qu'au moment où on fait l'entrevue aujourd'hui, j'ai une grippe carabinée. Mais ça, c'est le message que mon corps m'envoie à chaque fois quand j'ai dépassé mes limites. C'est le premier message qu'il m'envoie. Ça fait que c'est pas si grave que ça. Il faut que j'écoute, par exemple. Puis quand je suis pas en mesure d'écouter, je négocie avec mon corps. Je lui dis, OK, je t'ai entendu. Maintenant, donne-moi une journée ou deux, je finis ça, puis après ça, je prends soin de toi. Je pense que notre corps, tous les symptômes de notre corps ont quelque chose à nous apprendre. Tu sais, un mal de tête peut signifier trop de pression, un mal de ventre peut signifier des émotions qui ne sont pas exprimées ou qui sont refoulées ou qui cherchent à s'exprimer, justement. Alors, même nos postures en disent beaucoup sur nous, hein. Je connais un jeune homme qui a toujours marché le dos voûté. Puis à partir du moment où il a commencé à avoir confiance en lui, il a grandi comme de ça. Et c'était très beau de voir ça. Même notre visage nous en dit beaucoup sur notre état d'âme. Mais tu me partageais donc tout à l'heure une expérience, parce que tu es aussi conférencière et coach. Oui. Et tu me partageais donc une expérience où, alors j'ai trouvé ce message, tu disais c'est très intéressant, ne pas attendre d'être parfait pour passer à l'action. Ouais. Est-ce que tu as envie de raconter cette Bien anecdote? sûr, je vais le raconter. Je lançais mon livre le 10 mars 2015 et bon, j'ai évidemment rushé, comme on dit chez nous, pour le produire à temps et tout ça. Et j'avais aussi une grippe carabinée à ce moment-là. Et le soir, je le lançais, je donnais une conférence aussi. Il y avait beaucoup de monde, on attendait 1000 personnes. On fait 500 à Québec, puis 700 ou 700 à Laval. Alors, le premier soir où je lance mon livre, je vais être sûre de pouvoir parler. Je prends plein de médicaments, des pastilles, des granules, du sirop, des sprays, tout ce que vous pouvez imaginer. Et avant de partir, je prends une pastille pour la gorge. Et j'arrive à la conférence et je me sens un peu engourdie ici, mais... Puis je demande aux gens autour, j'ai-tu quelque chose? Non, t'as rien. Et puis, plus ça va, plus je sens que c'est engourdi. Vous savez, comme quand on sort de chez le dentiste, et à un moment donné, je m'en vais à la salle de bain, puis je regarde, et j'ai les babines comme ça. Vraiment. Tu me disais comme botoxé. Comme botoxé, j'osais pas le dire, mais comme botoxé. Et alors là, j'ai catastrophe. Hein, moi, là, j'étais
Tu sais, les petits cheveux, la petite robe, la petite madame était toute prête pour sa conférence. Avec 1000 personnes qui t'attendent. Ah, mais elle a les babines comme ça. Puis, tu sais, je parle d'amour, je parle d'authenticité, je parle d'être vrai, je parle de s'accepter comme on est. Puis là, j'ai l'air de la fille qui a passé chez le médecin esthétique avant. Hein. Et là, je me disais, non, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Hein. Mais comme je te disais tout à l'heure, je trouve que c'était une grande leçon dans ma vie parce que là, je voulais tellement que tout soit parfait que je pense que j'étais en train d'oublier le message principal. Je suis allée sur la scène, pareil, j'ai livré mon message, mais avant, je leur ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. Je suis pas botoxée, c'est pas mes vraies lèvres, c'est une réaction allergique. On en parle encore, je pense que tout le monde s'en souvient de ce soir-là. Alors, je leur ai dit, j'espère que ça va arrêter d'enfler. Puis en plus, pendant que je donnais ma conférence, comme j'avais pris des Benadryl pour réduire l'inflammation, j'avais la bouche sèche. J'avais pas d'eau. C'était assez difficile, mais dans ma tête, je me disais, bon, OK, t'es ici pourquoi, là, ce soir, Diane? T'es ici pour toucher les gens. Alors, moi, mon petit hamster dans ma tête, mon ego, je lui ai donné un prénom, je l'appelle Marcel, alors je m'excuse pour tous les Marcel de ce monde, mais c'est le nom qui m'est venu. On n'a rien contre les Marcel. Puis j'ai dit à Marcel, tu t'en vas te coucher dans ton coin ce soir, là, c'est pas toi qui prends le contrôle, ça va être le cœur qui va parler. Alors j'ai dit aux gens, comme je peux pas vous parler avec ma vraie voix, parce que ça sortait assez catastrophique, je vais vous parler avec mon cœur. Et ce que je voulais, c'était toucher les gens. Puis à la fin là, de la conférence, quand je voyais qu'il y avait des gens qui pleuraient, je me suis dit, good job. C'était ça que je voulais faire. Alors, ça m'a permis de réaliser que des fois, on veut que tout soit parfait, on planifie tout. Tu sais, j'ai une amie qui s'est mariée il n'y a pas longtemps. Tu sais, son mariage était planifié au quart de tour. J'ai tout fait pour elle parce que moi, c'était comme trop. Alors, le soir de la conférence, avec ces belles babines, je me suis dit, c'est pas ça qui est important. Puis la perfection, tu sais, on se met tellement de pression à vouloir être parfait, tu sais. On reçoit des gens, il faut que la maison soit propre, il faut que tout soit rangé, puis non, c'est pas ça. C'est pas là que ça se passe. Puis quand on accorde du temps à chercher, à atteindre cette perfection-là, on n'a pas le temps pour être vrai. Parce que c'est pas ça, la perfection. Donc, pour moi, ce soir-là, ça m'a ramené à l'essentiel. Puis tu vois, je te reçois ici aujourd'hui, j'ai pas passé l'aspirateur, je t'accueille avec mon cœur, avec chaleur dans ma maison. Puis s'il y a des choses qui traînent, bien, ça fait partie de la vie aussi. Tu sais, j'ai pas de... J'ai beaucoup relâché, puis comme je suis coach depuis longtemps, hein, ça fait 28 ans que je fais du coaching, et j'ai vu les gens perfectionnistes, ce sont les premiers candidats au burn-out, systématiquement. On est en plus dans une société à la course à la perfection, donc on dit que le burn-out est le mal du siècle, mais il faut le mettre tout à fait, tu as raison, en parallèle avec cette course incessante à la perfection. Oui, puis j'ai déjà écrit un article là-dessus aussi. Je pense que le perfectionnisme, c'est l'antidote au bonheur. On peut pas être heureux puis être perfectionniste, ça ne va pas ensemble. Fait que s'il y en a parmi vous qui nous écoutez, qui est perfectionniste, là, déstructurez ça. Non, il n'y a pas de perfectionniste sur ma chaîne, pas du tout. Puis on aime ça que les choses soient bien faites, fine, c'est correct aussi, mais... tu as raison de dire que l'intention derrière le perfectionniste, elle est toujours bonne au final. Oui. On veut donner de notre mieux. C'est ça, faut pas se juger là-dedans, mais en même temps, c'est ça. J'ai fait de mon mieux. C'est ça qui compte. C'est parfait, c'est pas parfait, c'est pas ça qui compte. Si j'ai fait de mon mieux, puis que j'ai peint, mais que finalement, il y a des coulisses de peinture, ben j'ai fait de mon mieux quand même. C'est pas parfait, mais bon, c'est ça que j'ai fait. C'est la vérité. Oui. Est-ce que tu goûtes à ce petit sentiment de liberté que quand on a été soi, qu'on a été vrai, tu vois, cette inspiration, on se dit, bah, waouh, je suis libre aussi. Ouais. Oui, le soir des babines, on va l'appeler comme ça. Le soir des babines. J'ai perdu au moins 200 kilos sur mes épaules. Ouais, t'as ressenti ça. Parce que là, c'était plus important d'être parfaite.
Et puis, c'est le fun parce que c'est un sentiment qui m'est resté. Alors, à chaque fois que je viens pour me stresser à vouloir préparer quelque chose, je me dis, non, Babine, calme-toi. Et ça ramène les choses à l'essentiel. Alors, ce qui est aussi, ce que j'entends comme message, et je reviens souvent là-dessus dans les interviews, c'est que tu fais bien une différence aussi entre faire de son mieux et la complaisance, bien sûr. Oui, Et oui, oui, parce que et, il faut s'investir dans soi. oui. On n'est pas en train de dire que, voilà, je fais et puis on verra bien. C'est évoluer et apprendre sans cesse, quelque Oui, part. tout à fait. Puis et c'est important de continuer à apprendre, c'est important de sortir de notre zone de confort tous les jours, c'est important de se mettre au défi de certaines choses. Puis on est tellement fiers quand on... Hein, j'aurais le goût, moi, que tu me parles de ton défi d'aujourd'hui. Disons que c'est la mode maintenant que je sois interviewée en interview. Non, donc bah, vous savez tout à l'heure que justement j'ai partagé un petit message sur le Facebook en venant de voir où Diane dit ça puisque j'avais la phobie de la conduite et que pour venir à Québec, c'était un pays donc tout neuf pour moi, c'est la première fois que je viens. Prendre une voiture de location en automatique que je n'ai absolument jamais conduit sans mon conjoint à côté, mais sortir de sa zone de confort parce que j'avais envie de te rencontrer, parce que la personne que tu es m'inspire et que je trouve ton travail fabuleux. Merci. Donc c'est pas être inconscient, hein. C'est si vraiment je me disais je vais avoir un accident, j'aurais juste rendu la voiture et dire je peux pas le faire. Mais si on sent que c'est juste un petit pourcentage au-dessus de ce qu'on peut faire et qu'on peut le gérer, là je me suis dit écoute, tente-le et puis je suis là. Mais tu vois, tu as surmonté une peur aujourd'hui, tu as relevé un défi, tu as fait un pas en dehors. Moi, j'appelle ça notre carré de sable. Tu sais, notre petit carré de sable, on s'est fait mettre des limites quand on était jeune, puis on reste dans ce petit carré de sable-là, puis on pense que c'est ça la plage. Tu sais. Puis je pense que c'est important à un moment donné de repousser ces barrières-là. Puis à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, qui est notre carré de sable, ben on l'agrandit. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on a accès à la plage au complet. Tu sais, ce qui me vient, c'est qu'au final, on croit qu'on est en sécurité quand on a construit, comme tu dis, ce petit carré. Et un jour, la vie nous montre qu'elle peut bouleverser ça d'une façon brutale et rapide. Et là, on se rend compte que c'est une complète illusion. La liberté et la sécurité, on la trouve peut-être justement quand on explore cet inconnu. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que la sécurité, ça n'existe pas. D'accord. Est-ce que tu peux développer? Oui. Non, moi j'adore. Non, et ben voilà. Parce que la sécurité qu'on recherche généralement dans la vie, on va la rechercher à l'extérieur, on va mettre de l'argent de côté pour nos vieux jours, ou pour acheter une maison, on veut un emploi stable parce que c'est sécure. Ça, du jour au lendemain, tout peut nous être enlevé. Il n'y a pas si longtemps, j'ai un client qui m'appelle et ça faisait 23 ans qu'il était au même poste dans la même grande entreprise et ils ont aboli son poste, a perdu son poste. Et la même semaine, sa femme l'a quitté après 25 ans de mariage. Alors, évidemment, quand il est venu me voir, il était un peu déstabilisé. Puis j'ai dit, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu recherches à partir de maintenant? Pas dit ça, c'est pas ma première question, mais après avoir discuté, ben dis-moi ce que je veux, c'est la sécurité. J'ai dit, est-ce que tu penses encore que ça existe, la sécurité? La semaine passée, tu étais sécure? Cette sécurité-là qu'on recherche, il y a juste nous qui pouvons nous la donner. Puis je pense que la seule sécurité qu'on peut se donner, c'est de dire, quoi qu'il arrive, tout est parfait. Je vais faire avec ce qui arrivera. Je vais tirer le meilleur parti de ça. Je vais comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette situation-là. Je sais que j'ai les ressources pour m'en sortir. Puis même moi, j'irai plus loin que ça. Si j'ai pas les ressources, je sais que la vie va mettre sur mon chemin des anges ou des ressources pour m'aider à m'en sortir. C'est la seule sécurité qui existe, c'est celle de savoir que la vie nous aime. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est là où on trouve la paix. Oui, et cette paix-là, elle est tellement libératrice parce qu'on arrête de stresser, on n'a plus peur de perdre, on n'a plus peur de ne pas arriver à la fin du mois. Puis il ne s'agit pas d'être inconscient, il s'agit juste d'avoir une attitude de confiance envers la vie. Comme tu disais, tu fais ton mieux. Oui, c'est et j'ai ça. confiance. Exact.
En même temps, tu n'es pas là à attendre que les miracles C'est ça. se produisent. Tu crées des choses aussi. Oui, parce Tu fais. qu'attendre, ça marche pas, ça. Non, la pensée magique, ça marche pas. Faut Non. engager l'action, engager Oui, l'énergie. oui. Mais il faut laisser la vie nous guider aussi. Puis si on est un peu à l'écoute, la vie elle nous guide tout le temps, tout le temps. Elle met sur notre chemin des choses pour nous sortir de notre zone de confort, pour nous amener plus loin. Elle nous guide, mais souvent parce qu'on se dit, oh non, ça rentre pas dans mon besoin de sécurité, ou oh non, c'est pas parfait. Ben, on refuse ce que la vie nous donne. Puis là, on fait toutes sortes de choses autour. On travaille, on rame à contre-courant, on force. On se plaint. Oui, puis, et pour peu au résultat final. Alors que si on suit l'élan que la vie met pour nous, qu'on dit, ah, ben oui, j'embarque dans ça. Et les choses se placent tout seul. Tu sais, je te racontais tout juste avant l'entrevue, je vais donner une série d'entrevues, de conférences plutôt à Tahiti. Et ça partit sur un peu une blague d'une lectrice qui me dit je trouve pas votre livre à Tahiti, vous viendriez pas me le porter? J'ai dit, bien sûr, je vais aller vous le porter. Fait que je lui ai écrit en privé, j'ai dit, sérieux, j'irai vous le porter. Et de fil en aiguille, ça a pris peut-être 2 mois et on a tout organisé ça, toute une série de conférences. Mais si j'avais eu peur, j'ai pas les sous pour aller là-bas, je sais pas comment je vais m'organiser, mais j'ai confiance en la vie parce que si ça a été mis sur mon chemin, c'est parce que c'est là qu'il faut que j'aille. Et ce que tu me partageais aussi, c'est que cette foi, tu la gardes aussi bien quand les choses sont fluides, mais aussi quand les choses se passent pas comme prévu. Tu as une très belle façon de voir, enfin moi qui me fascine, où tu te dis, quand ça se passe pas comme prévu, ta petite phrase, c'est quel cadeau il y a derrière. Ouais. C'est quoi le cadeau pour moi dans ça? Donc- C'est plutôt de me dire, pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Mais je dis pas que j'ai pas de réaction, là, tu sais, je sais pas, si j'avais un accident de voiture, je pense pas que je dirais, waouh, il est où le cadeau pour moi là-dedans? Pas tout de suite, tu sais, mais je me permettrais d'avoir la réaction de tabarouette. Bien sûr. Bon. Ou d'avoir peur, d'être D'avoir triste. peur ou d'être en colère si c'était provoqué par une négligence ou peu importe. Mais tout de suite après, là, moi, je me donne je dirais 30 secondes à 2 minutes là, de réaction intempestive. Puis après ça, je me dis, OK, c'est quoi le cadeau pour moi là-dedans? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner dans ça? Puis même dans les grandes souffrances, il y a des grands cadeaux. Puis je dirais même, plus lourd est le fardeau, plus grand est le cadeau. Je dirais que la souffrance, n'est pas là pour nous détruire. La souffrance est là pour nous éveiller. Et ultimement, là, tout ce qui nous arrive, là, mais je reformulerai la phrase tantôt, là, mais ultimement, tout ce qui nous arrive, c'est pour nous ouvrir le cœur à plus d'amour. On est ici sur Terre pour apprendre à mieux aimer. On n'est pas ici pour apprendre à être parfait, on est ici pour apprendre à mieux aimer. Fait que la souffrance que j'ai, si je suis honnête, là, probablement qu'il y a eu beaucoup de signes avant pour m'ouvrir à quelque chose, puis que j'ai refusé. Puis je trouve que souvent, j'ai une expression depuis des années, quand la vie veut que j'apprenne quelque chose, elle me peinture dans le coin. Elle te peinture dans le coin. Oui, vous ne connaissez pas Non. cette expression-là. Ah mais là, cette semaine, j'en ai appris. Hein. Oui, Je peux te dire que... Elle nous coince quelque part. Tu sais, comment ça se fait qu'à un moment donné, on a des problèmes qui se ressemblent. Puis on se dit, mais ça va-tu arrêter? Mais là, effectivement, c'est à nous à nous arrêter et dire, OK, là, il y a quelque chose que je comprends pas parce qu'il y a trop de signes autour de moi qui m'indiquent que je devrais m'arrêter, je devrais prendre soin de moi ou je devrais changer d'emploi. Ou, tu sais, il faut être à l'affût de ces signes-là, mais il ne faut pas sauter aux conclusions au premier signe, mais être à l'affût. Puis quand la vie, quand on n'apprend pas, bien, la vie, elle dit, un petit peu, on va recommencer. Tu sais, c'est un peu comme à l'école, là. Les tests sont de plus en plus difficiles si tu ne comprends pas. Si tu étudies bien, puis tu apprends tes leçons, bien, l'examen est facile. Et je trouve que quand on s'ouvre à ça, il n'y a plus grand-chose qui nous fait vraiment mal. Je ne dis pas qu'on ne souffre plus, mais la souffrance, Il n'y a plus d'échecs. il n'y a plus d'échec. Puis la souffrance devient... On sait que derrière la souffrance, il y a quelque chose pour nous de bon.
on n'ira pas chercher la souffrance pour rien, mais quand ça arrive, ben, je pense qu'il faut, il faut accepter ça. Tu sais, j'ai une amie qui est décédée du cancer en décembre dernier, puis je l'ai accompagnée tous les jours jusqu'à la fin. Et on a eu des partages extraordinaires, là, tu sais, d'âme à âme, même pas de cœur à cœur. Et elle me disait, Diane, on est sur Terre juste pour aimer. Il y a tellement de temps qu'on perd à faire autre chose qu'aimer. Il y a Balavoine qui disait, hein, aimer est plus fort que d'être aimé. Ouais. Et donc cette façon d'aimer, tu parles beaucoup aussi de l'amour inconditionnel. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout accepter? Bien sûr, j'ai la réponse. Mais j'aimerais qu'on la développe un petit peu pour les personnes qui nous regardent. Ouais. Cet amour inconditionnel, il est parfois mal interprété. Oui, et il est souvent mal interprété. Je te dirais qu'à chaque fois que j'écris sur le pardon, là, j'ai des réactions violentes de gens qui disent c'est pas vrai, J'imagine. je vais pas pardonner l'agresseur, mon agresseur, je vais pas pardonner des choses impardonnables. Puis c'est pardonner, c'est se libérer de nous. Hein. C'est quasiment un geste égoïste parce qu'on se libère de cette charge-là. Et tant qu'on en veut à quelqu'un, on traîne un boulet. Il y a une image sur ton site que j'avais déjà utilisée, c'est du papillon qui traîne le boulet, là. Tant qu'on ne pardonne pas, c'est ça qu'on traîne. Et ça nous nuit dans tous les aspects de notre vie. Puis tant qu'on ne comprend pas ça, on a de la misère à pardonner parce qu'on a l'impression que quand on pardonne, ça veut dire, ben c'est pas grave ce qui est arrivé. Mais c'est pas ça du tout. Je ne suis pas obligée de dire à l'autre que je lui pardonne, j'ai juste à lui pardonner dans mon cœur. Je suis pas obligée d'attendre qu'il me demande pardon. Ça, quand je lis ça, ça me fait tellement de peine pour les gens. Ils me disent, je vais lui pardonner s'il me demande pardon. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et plus on laisse aller ça, plus on se sent en paix. Mais on n'est pas obligé de redevenir amis avec la personne qui nous a fait de la peine. On n'est pas obligé de tolérer de la violence dans notre vie. Il faut s'en sortir de ça. Je pense qu'il faut éviter le négatif le plus possible. Mais quand on en a vécu ou qu'on se retrouve dans une situation où on vit ça, il faut s'en sortir, mais l'important, c'est de ne pas rester. Il y a une histoire du moine bouddhiste qui illustre tellement bien ça. C'est un vieux moine et un jeune moine qui se promènent dans la forêt. Et ils arrivent à une rivière, à un petit ruisseau, en fait. Puis il y a une jeune dame qui est là, qui veut traverser, mais le ruisseau, le courant est trop fort. Et le vieux moine, il dit, je vais vous prendre sur mes épaules pour traverser la rivière, je vais vous porter sur l'autre rive. Alors la femme accepte, le vieux moine la prend sur ses épaules et traverse sur l'autre rive. Et le jeune moine, il est outré de ça, il est fâché parce qu'un moine n'a pas le droit de toucher au corps d'une femme. Alors, le vieux moine dépose la dame et ils continuent leur chemin. La dame de son côté et les deux moines du leur, ils se rendent jusqu'au monastère des heures plus tard, en silence. Et plus le silence grandit, plus le jeune est en colère. Et arrivé au monastère, il dit au vieux moine, je comprends pas ce que vous avez fait, on n'a pas le droit de toucher à ça, un corps de femme. Et le vieux moine, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, la dame, je l'ai déposée il y a déjà 4 heures sur le bord de la rivière. Toi, tu la portes encore. Oui. Tu as porté ça avec toi encore pendant au moins 4 heures. Oui. Oui, je comprends. Alors, c'est ça le pardon. Hein? Il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de ce qui nous a fait mal. Parce que si on veut continuer à vivre, si on veut se donner les chances d'être heureux, il faut pardonner. Je pense au magnifique ouvrage d'Olivier Clerc, Le don du pardon, qui, je le cite parce que il dit que l'étape finale du pardon, c'est quand tu te pardonnes à toi-même d'avoir trouvé ce prétexte pour te couper toi de donner, de recevoir de l'amour. Et je trouve ça tellement, tellement vrai. Oui. J'aurais le goût de dire, parce que ça me touche beaucoup, moi, l'histoire du pardon, puis c'est sûr que je vais écrire quelque chose, un livre là-dessus un jour, à cause de la résistance que je sens chez les gens à pardonner. C'est tellement beau dans le don, tu sais, le mot don, hein, dans pardon, hein, c'est de donner la libération à ce qu'on est, à ce qu'on porte, et de rendre à l'autre ce qu'il porte. Si dans notre vie, on trouve que ça ne va pas à notre goût, puis qu'on est souvent malheureux, puis qu'il y a des obstacles sur notre chemin, puis que c'est difficile,
ça vaut la peine d'aller explorer s'il y a des zones en nous qui tiennent encore rancune à quelque chose ou qui ont besoin de pardon. Ce que j'avais envie de mettre en valeur aussi, c'est que donc, tu nous partages toute cette vision de la souffrance, tous ces cadeaux que tu vois derrière les épreuves de ta vie, et pourtant, tu as eu aussi une vie avec des challenges. Est-ce que tu pourrais raconter ton histoire à ta façon? Oui, ça c'est un bon défi pour moi. Hein? Avec ce que tu as envie de partager. Oui, mais c'est correct. Hein? Comme je t'ai dit, moi, je sors de ma zone de confort tous les jours parce que je pense que c'est le secret pour être heureux. Hein? Quand on reste dans notre petit carré de sable, c'est difficile de voir la mer et de voir la plage. J'ai une longue lignée de choses souffrantes dans ma vie, puis j'ai toujours la réticence à dire ça parce que je veux pas faire pitié. Parce que je ne fais pas pitié et je suis heureuse de ce que j'ai vécu, tu vois. Ma mère m'a abandonnée à la naissance. Elle a accouché de moi en cachette. Elle avait déjà des enfants. Et elle a porté 3 gaines, une par-dessus l'autre, durant toute sa grossesse pour me cacher moi. Elle ne voulait pas que ça se sache parce que je n'étais pas du même père que mes frères et sœurs. Et un soir, elle a couché tous ses enfants, les a fait souper, les a couchés. Elle a pris le bus et est allée accoucher à l'hôpital de Miséricorde de moi. Et elle a couché là. Le lendemain matin, à 6 heures, elle a pris le premier bus pour revenir s'occuper de ses enfants et continuer la vie comme si rien n'était. Moi, j'ai été adoptée 6 mois plus tard par une famille ici à Québec. Et puis, dans une famille quand même bien, un peu à l'aise, pas riche, mais on manquait de rien. Sauf que j'avais un père qui était abusif et j'avais un frère qui était violent. Alors, j'ai vécu dans ce climat de terreur-là toute ma vie. Mon corps ne m'appartenait pas à moi. Et j'ai vécu toutes sortes de choses aussi par la suite, là, avec des médecins de famille, avec en tout cas, des abus sexuels, des viols et tout ça. J'ai eu un conjoint violent à un moment donné. Et un jour, je me suis dit, non, c'est pas vrai, là, je vis pas tout ça pour rien. Ça se peut pas que, à ce moment-là, ce que je me disais, que le sort s'acharne sur moi comme ça. Tu sais, ça se peut pas, c'était une chose après l'autre. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je donne un sens à cette souffrance-là. Il faut... je sais pas comment te l'expliquer autrement. Je me disais, il faut pas que ce que j'ai vécu ait été vécu en vain. Il faut que ça serve à quelque chose. Je peux pas avoir vécu tout ça pour rien. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis, et tu vois, ce qui m'est venu, c'est je me suis mis à écrire, je me suis mis à donner des conférences. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose, il y a eu comme une expansion du cœur. Ah, c'est ça le sens que je devais donner à ma souffrance. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je pense que la souffrance est là pour nous ouvrir le cœur. Tu sais, il y a un vieux proverbe soufi qui dit « Dieu te brise le cœur encore, encore et encore jusqu'à ce qu'il reste ouvert. » Sur un texte que tu as écrit d'ailleurs, que j'ai partagé sur le Facebook. Je l'ai trouvé formidable. Mais merci déjà du courage que tu as de nous partager ça. C'est courageux parce que c'est aussi le message que je veux partager. C'est que la plupart du temps, on pense que tu es une jolie femme qui réussit, on se dit tout est fluide pour elle. Et quand on se rend compte, on s'intéresse à la personne, on l'écoute parler de son histoire, on se rend compte que bien souvent, c'est des gens qui ont dû transformer énormément d'épreuves et de challenges. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ça. Et je pense que les femmes qui te regardent aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant que ça. J'aurais le goût de dire aux femmes qui écoutent aujourd'hui, on peut se sortir de tout. Tu sais, je ne l'ai pas eu facile, c'était longtemps difficile. Mais on peut se sortir de tout. Puis oui, on peut avoir une vie amoureuse après. Tu sais, ça a été long. J'ai été 11 ans tout seul avant de rencontrer. Je viens de me surprendre à dire tout seul. Parce que je ne veux plus dire ça. J'ai été longtemps seule. J'ai eu toutes sortes d'aventures incroyables. Puis je me disais, mais pourquoi je vis ça? Mais c'est parce que je pense que la vie avait des messages à m'enseigner. J'ai eu peut-être la tête dure un peu.
Mais aujourd'hui, j'en fais quelque chose. J'ai donné un sens à ma vie en donnant un sens à mes souffrances. C'est d'ailleurs le titre d'une conférence que je donne. Et quand on donne un sens à ce qu'on vit, on comprend tellement de choses. Quand on trouve le cadeau derrière chaque souffrance, je vous dis pas que c'est pas un cadeau de se faire violer, puis c'est pas un cadeau de se faire abuser, Oui, c'est pas ce qu'on est en train de dire, tout à fait. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Puis moi, je l'ai vécu de l'âge de 5 ans jusqu'à 14 ans. Fait que en étant enfant, on ne choisit pas ça. Mais comme c'est ça qu'on a vécu, puis qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut faire quelque chose avec. Puis je trouve que pour moi, ça me permet de développer beaucoup de compassion pour les dames, entre autres, qui viennent dans mon bureau de consultation, puis qui... C'est très facile de mettre le doigt dessus. Tu sais, souvent, la personne n'a même pas besoin de s'exprimer. On le sent, ça. Cette souffrance-là devrait nous ouvrir aux autres. On l'a vécu, on ne peut pas la changer. Comment, j'imagine qu'après tout ça, tu as eu le cœur qui était dur. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est aussi comme ça que je l'ai vécu, la colère et la violence envers les hommes. Comment on se rouvre? Comment le cœur, du coup... je sais pas comment exprimer, comment peut-être tu as retrouvé foi en la vie et comment après autant d'années de douleur, tu arrives à croire en la vie et à te dire que c'est beau, c'est magnifique. Comment tu as retrouvé cette essence-là? Je trouve ça absolument fabuleux. Mais c'est un long travail. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, quand on a eu des croyances erronées pendant 30 ans, 40 ans, on s'en libère pas en 30, 40 jours. Oui, c'est important. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je suis allée en thérapie, je suis allée consulter. J'ai pas de honte à le dire. Au contraire, ça m'a sauvé la vie. Puis, tu sais, on fait des bouts avec un thérapeute, puis à un moment donné, on atteint notre limite, puis des fois, c'est un autre thérapeute qui nous fait faire le cheminement final. J'ai réalisé, parce que le dernier psy avec lequel j'ai travaillé me disait c'est quoi ta croyance dans ta tête? Puis j'ai réalisé que ma croyance, avec tout ce que je viens de vous raconter, c'était ça se peut pas qu'un homme m'aime. Et plus que ça, un homme, c'est pas capable d'amour. Et comme je te disais tout à l'heure, ce que j'ai pas dit encore, c'est que moi, j'ai retrouvé mon vrai père en 2004. Et mon vrai père, la première fois qu'il m'a vu, je lui avais écrit une lettre. On s'est parlé au téléphone, on s'est donné un rendez-vous, puis là, je suis allée rencontrer, puis j'ai vu ce beau grand monsieur, là, sexy, vraiment un bel homme. Et quand je suis débarquée de l'auto, il m'a pris le visage dans ses mains, puis il m'a dit « Oh, ma fille, que t'es belle. C'était la première fois que je me sentais aimée par un homme. Fait que c'était un cadeau immense de la vie pour me guérir de tout ça. Et à partir de là, j'ai commencé à croire que ça se pouvait qu'un homme m'aime. Mais j'ai eu à travailler encore après ça, parce que je me disais, bon, OK, mon père, il m'a aimé inconditionnellement, mais est-ce qu'un homme peut m'aimer inconditionnellement? Ça a été une autre étape. C'était une autre... Et il faut rester conscient de qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête. Tu sais, si on dit tout le temps, « Ah, les hommes sont tous pareils. Ça tire bien des problèmes. Et c'est sûr que c'est ça qu'on va créer, parce que nos pensées créent ce qu'on vit. Hein? Puis notre ego, il veut avoir raison. Puis notre ego, c'est celui qui se nourrit de nos blessures du passé. Fait que les hommes sont tous des infidèles, les hommes sont tous des violents, les hommes sont tous des agressifs. Bien, c'est sûr qu'on va continuer d'en côtoyer. Tu sais. Moi, j'ai longtemps cru que les hommes étaient tous des infidèles. Et par mon travail, je rencontrais beaucoup de présidents d'entreprises et de dirigeants et ils me racontaient tous qu'il y avait une maîtresse. Et je me disais, tiens, voilà. La preuve. Puis à un moment donné, j'ai des amis masculins qui me disaient, ben non, puis je les croyais pas. Ils me disaient, ben non, je suis pas infidèle, je suis très fidèle. Puis je disais, ça se peut pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, peut-être que si je cherchais des couples qui vont bien, qui sont heureux, qui sont fidèles, qui sont en amour, qui sont vrais, peut-être que j'aurais un autre modèle. Et je me suis mis à la recherche de ça. Et là, je me suis mis à en voir. Et oui, parfois tu as raison, il suffit juste de changer d'optique. Se dire, mettre en doute sa croyance, est-ce que ce serait possible qu'il existe autre chose? Katie Byron Katie, je ne sais jamais comment dire, elle dit souvent, vos pensées sont jamais vraies.
faut remettre en question beaucoup nos pensées. Et du coup, cette violence avec laquelle enfin, que tu as été confrontée, est-ce que tu as réussi à traiter ton corps autrement qu'avec ce que tu avais connu peut-être? Parce que j'ai beaucoup de femmes qui partagent quand tu as connu la violence et l'agressivité, tu continues quelque part, tes agresseurs sont plus là, mais c'est toi qui traites ton corps avec violence et maltraitance. Toi, ton histoire par rapport à ton rapport au corps, est-ce qu'elle a évolué et comment? J'ai comme pas pris beaucoup soin de mon corps, moi, jusqu'à ce que je devienne plus consciente, là. Je, je suis toujours allée au-delà de mes limites physiques. Je dormais pas bien, je mangeais pas bien, je m'en occupais pas, je faisais pas d'exercice, rien. Puis, à un moment donné, quelques années, je me suis dit, bon, OK, je vais prendre soin de ma santé. Alors là, je me suis même entraînée, je me suis mis à mieux manger, à éliminer des choses de mon alimentation, à simplifier beaucoup les choses, à manger plus nature, plus cru aussi, là. Ça a beaucoup changé de choses dans mon énergie aussi. Puis je le vois, hein, les journées où je triche, mais là, je parle pas de manger des calories, mais je parle de manger ce que je sais qui est pas bon pour moi, parce que on a tous des allergies ou des intolérances. Puis quand je le fais pareil, je vois mon énergie faire ça. Vraiment. Fait qu'aujourd'hui, mais je suis plus indulgente. Je vais me payer une crème glacée si j'ai envie d'une, mais je sais qu'après, je vais avoir mal au ventre. Ouais. Mais je le sais. Fait que je me dis, bon, OK, une par année, ça devrait être assez, une ou deux durant l'été. Je me permets de gâter mon corps aussi, puis d'en prendre soin. Demain, après la période intense que je viens de connaître, je m'en vais me faire masser, là, comme il faut. Puis là, j'hésitais, je me disais, est-ce que je l'annule? Puis je me disais, non, non, tu l'annules pas, tu prends soin de ton corps. Il te dit, là, qu'il veut que tu arrêtes un peu. Tu as besoin. Alors, tu sais, cette relation-là au corps, la bataille n'est pas gagnée encore pour moi. Et elle évolue toute la vie. Oui, elle évolue toute la vie parce que, tu sais, quand je me suis même entraînée, j'ai fait du surentraînement, là, parce que là, c'était comme si je disais à mon corps, mais là, je t'ai tellement négligé longtemps, là, je veux prendre soin de toi. Et à un moment donné, c'était rendu limite. Mais qui reste une forme d'agression pour le corps. Hein? Oui, c'est ce que j'ai réalisé un jour. Tout à fait. Et l'entraîneur que j'ai me dit, tu sais, beaucoup d'athlètes qui s'entraînent fort en gym sont des gens qui ne s'aiment pas. Tout à fait. Là, ça m'a remis en question. Là, tu te dis, ah oui, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et puis là, je me suis dit, bon, OK, on va continuer de s'entraîner, mais on va se donner ce doux. J'aspire beaucoup à de la douceur. Tu sais, je suis une personne douce dans la vie. Et je pense qu'il est temps que je sois douce pour moi aussi. Tu sais, il y a un truc essentiel que tu partageais, ça m'a fait tilt. Tu sais, je te parlais tout à l'heure des régimes. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui nous regardent, qui font des régimes, d'autres qui sont convaincues que la perte de poids passe pas par là. Moi, vraiment, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je reprends pas le poids que je reprenais avant, c'est qu'il y a plus d'aliments interdits. Tu sais, avant, c'était l'aliment interdit. Non, faut pas le manger, mais tu as envie de le manger. Mais dès l'instant où tu parles, tu prends conscience de que ton énergie chute après, par exemple, une grosse pizza. La question, c'est, quand tu as goûté à plus d'énergie, est-ce que j'ai envie de flinguer mon énergie en mangeant ça? Exactement. C'est là où tu as le libre arbitre au final. Oui, parce que, tu sais, on parlait de l'exemple de la crème glacée, parce que, tu sais, c'est froid, c'est collant. C'est sûr que c'est ça que ça fait dans notre corps aussi quand on le mange, mais en même temps, j'ai pas envie de me priver de ça. Mais puis souvent, ce que je faisais aussi, si j'ai un gâteau de fête, quelque chose, je vais prendre une petite bouchée. Puis je me dis, je suis satisfaite. Je ne suis pas obligée de manger le gâteau au complet pour être satisfaite. Donc, puis je me limite pas non plus, tu sais, mais c'est sûr que je ne mangerai pas un sac de chips. Là. Mais parce que justement, tu te limites pas. Donc du coup, c'est vraiment ton choix quand tu décides d'en manger. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, Diane, merci pour tout ce que tu as partagé. Je sais pas comment dire, émue, bouleversée, à la fois fascinée par tout ce que tu me partages. C'est un magnifique cadeau qu'elle vous fait et que tu nous fais à tous. T'es gentille. Je le pense vraiment, ça vient du cœur ce que je te dis. Et donc ah bah tiens, écoute, hein, si on reconsultait le livre magique. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le syndrome du sauveur. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui. Si nous sommes de ceux qui sont toujours là pour les autres, si nous en faisons beaucoup pour eux, si nous avons l'impression d'être submergés de choses à faire, que personne ne nous aide, que nous ne nous sentons pas appréciés à notre juste valeur par ceux que nous aidons, que nous manquons de temps pour nous,
c'est que nous sommes atteints du syndrome du sauveur. Ouais. Et ça, oui, on peut le mettre en lien avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, apprendre à être bienveillant envers soi aussi, c'est peut-être aussi apprendre à dire non. C'est surtout apprendre à dire non. J'adore ce que tu viens de dire. Parce que apprendre à s'aimer, la première chose que je fais dans les trucs, là, à la fin de ma conférence, quand je dis OK, maintenant on fait des trucs, on va acquérir des habiletés pour apprendre à s'aimer, la première chose à faire, c'est d'apprendre à dire non. C'est les 3 lettres les plus difficiles à prononcer. Puis il s'agit de le faire dans les petites choses d'abord, tu sais, des choses qui ont moins de conséquences. Moi, c'était tellement difficile pour moi, ça m'a pris 40 ans à apprendre à dire non. J'étais incapable de dire, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai écrit non sur des petits post-it jaunes et j'en ai collé partout autour de de mon écran d'ordi. Alors, quand j'avais des appels, des demandes, je voyais mes noms, mais je n'étais pas capable de les dire encore. Alors, ce que je faisais, je disais, je vais y réfléchir, je vais vous rappeler. Ah, mais très Ça, c'est un très bon truc, je le donne souvent en coaching. Si on n'est pas capable de dire non sur le coup, au moins ne disons pas oui sans avoir réfléchi. Et si je dis un oui, mais c'est un vrai oui. Puis si je dis un oui puis que ça ne me tente pas, mais je veux au moins me dire, OK, j'y vais, ça ne me tente pas, mais j'y vais quand même parce que je lui ai promis, par exemple, ou je lui rends service, même si ça ne me tente pas, mais au moins soyons au clair avec nous. Un jour, on va être capable de dire des non partout, puis des vrais oui. Waouh! Quel message! Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Donc, mes chers auditeurs, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres femmes à plus de bienveillance, à plus d'acceptation, vous savez que vous pouvez la partager. Merci Diane encore une fois pour toute la valeur et la confiance que tu m'accordes aussi en partageant tout ça. C'est un cadeau inestimable, je trouve. Merci Carole pour ce que tu fais pour les femmes. Je trouve ça extraordinaire. Tu vas changer le monde. Merci. Merci. Donc vous pouvez commander l'ouvrage, on peut le retrouver sur ton site et sur Amazon. Oui, on peut le retrouver sur mon site à moi. Donc vous savez, comme d'habitude, toutes les références sont sous la vidéo si vous souhaitez commander l'ouvrage. On peut te retrouver également, tu as 3 Facebook, mais bientôt 4. Bientôt 4. Donc un en anglais, qui n'est pas encore créé à l'heure actuelle, et tu en as 3 en français également. Oui. Là, si vous voulez recevoir des textes comme ceux qui sont dans le livre, j'écris tous les matins sur Facebook, sur ma page Diane Gagnon, auteur-coach. Donc elles seront toutes les références sous la vidéo, que ce soit plus simple. Tu as ton site internet également. Oui. Et tu as, tout à l'heure tu me parlais sur La solution est en vous, tu publies des textes également. Oui, tous les lundis matin, oui. Mais écoute, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail qu'il y a derrière, parce que waouh, écrire tous les jours, tu me disais, ça te vient. Oui, c'est très spontané. Hein, c'est extraordinaire. Hein? Je pense vraiment que c'est ça mon chemin de vie là, en ce moment. Parce que j'écris avec la revue Féminitude, j'écris avec la revue Vivre, je collabore à plein d'autres blogs aussi, mais j'écris facilement. Et souvent, c'est au hasard d'un échange comme avec toi. Il va me venir des choses, puis ça va m'inspirer. Peut-être que demain ou après-demain, tu trouveras quelque chose dont on a discuté. C'est bien probable. Merci, Carole. Eh bien, avec joie. Et puis, donc, mes chers auditeurs, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle interview. Bye bye, je vous embrasse. Bye, merci. Oui. Laurence. Oui, Laurence, on te fait un grand coucou. Merci, Laurence. Merci. Pour cette belle rencontre. Et on a pensé à toi juste avant l'échange, on s'est lancé, mais on se disait, on tenait absolument toutes les deux à te faire une petite dédicace et te remercier pour cette rencontre. On pense fort à toi. Bisous, Laurence. Bye. Ciao.